Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore à nouveau dans le cadre de ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité, Les Duels, le débat. Nous sommes là, nous sommes mardi 30 juillet 2024 avec de nouveaux invités, 3 thématiques pour le duel d'aujourd'hui. Nous allons parler du dossier de l'inspection générale des finances. Vous le savez, depuis un temps, il se constate une sorte de guerre froide entre la Cour de compte et l'inspection générale des finances. La question qui se pose, finalement, quelles sont les attributions de l'un et de l'autre, de l'une ou de l'autre, si on peut le dire comme ça. Nous allons en parler tout au long de cette émission avec nos invités. Nous allons également mettre un mot sur l'élection du bureau définitif du Sénat. Sauf imprévu, selon le calendrier publié par le président du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement. L'élection doit avoir lieu ce vendredi 3 août 2024. Qui pour occuper le perchoir du Sénat? On va se questionner autour de ça avec toutes ces tensions que nous avons observé dernièrement lors de l'élection à l'Assemblée nationale. Et pour chuter, on va parler des incidents qui sont arrivés le week-end dernier lors du concert de l'artiste gospel Mike Kalambay. On parle de près de 9 morts, les bilans que le gouvernement a beaucoup déplorés. Et justement pour préserver des vies humaines, il y a des mesures qui ont été prises, notamment la suspension de toutes les activités non sportives. À qui bénéficie cette suspension, à qui la faute par rapport à tout ce qui s'est passé? Avec nos invités, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Alors sur ce plateau avec moi, Monsieur Faustin Chimanga. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je rappelle que vous êtes cadre du LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Ben, vous l'avez dit, nous sommes membres du LGD, communicants du LGD, cadre du LGD, leadership et gouvernance pour le développement, présidé par Matata Ponyo Mapon. Alors, juste à côté de vous, Monsieur Fumutoto, bienvenue également sur le plateau du duel. Merci beaucoup. Je salue le co-débatteur et je salue ceux qui nous suivent assez nettement. Alors, on va commencer avec la première thématique de cette émission. Inspection générale des finances, Cour des comptes. À qui revient finalement la responsabilité ou encore le rôle de patrouille financière? Je commence avec vous, Monsieur Fumutoto. L'inspection générale des finances, l'IGF. Déjà, la première question. À qui revient finalement la responsabilité de la patrouille financière? D'abord, il faut commencer par les principes sacro-saints du droit administratif et même dans notre système de droit, la compétence est l'attribution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer des attributions de l'une ou de l'autre de deux institutions de contrôle de l'État que nous voulons aujourd'hui analyser. Il faut savoir qu'il y a plusieurs contrôles de moyens ou de l'argent de l'État dans un État. Il y a d'abord le contrôle externe et le contrôle interne à chaque institution. Il y a ensuite le contrôle hiérarchique, le contrôle des assemblées, notamment le Sénat, l'Assemblée nationale, le contrôle de la Cour des comptes qui est aussi hiérarchique par rapport à l'inspection générale des finances. Et il y a finalement le contrôle des institutions spécialisées comme l'inspection générale des finances qui est un service de contrôle mais rattaché au service, à l'institution président par le service public et qui est la présidence de la République. Maintenant, par rapport aux documents portant création, organisation et fonctionnement des différentes institutions, le contrôle de l'IGF est plus important que le contrôle de la Cour des comptes. Ce n'est pas par ordre de préséance, mais par ordre d'attribution de l'IGF. Pendant que le contrôle de la Cour des comptes est a posteriori, ça signifie que il faut d'abord que l'institution, les gestionnaires, les chefs de corps aient déjà disposé les moyens de l'État. Je répète, mis à sa disposition. Ensuite, il les a déjà affectés au cours d'un exercice et la Cour des comptes n'intervient qu'à la fin de la gestion pour poser la question de savoir qu'avez-vous fait
de l'argent ou de moins de l'État qui était mis à votre disposition. C'est ça le rôle de la Cour de compte, qui est un département de l'Assemblée nationale chargé de poursuivre comment les questions financières de l'État sont gérées. Par contre, l'IGF, bien que par rapport à l'ordre hiérarchique, n'est pas de la même structuration que la Cour de compte, l'IGF a 3 contrôles à effectuer. Maintenant, votre question, je la réponds. À qui appartient le contrôle appelé patrouille financière? C'est exclusivement à l'IGF, sauf si je n'avais pas lu un autre document portant création, fonctionnement et création, organisation et fonctionnement de la Cour de compte. Maintenant, la patrouille financière, c'est quoi? Pendant que pour la Cour de compte, vous devez d'abord recevoir le crédit qui vous a été destiné. Ensuite, vous l'avez déjà affecté et la Cour vient vous examiner pour savoir comment avez-vous affecté cela. L'IGF fait la patrouille financière, c'est-à-dire le contrôle a priori. Et a priori veut dire que vous, avant d'affecter l'argent de l'État mis à votre disposition, l'IGF fait savoir si effectivement vous avez l'intention et la volonté de le faire comme il se doit. Dans d'autres pays comme en France, en Belgique, la mission de l'IGF, l'inspection générale des finances, se limite à ces contrôles-là et c'est fini. Maintenant, en dehors de ce contrôle de l'IGF a un deuxième contrôle. C'est le contrôle concomitant qui n'est pas à confondre avec la cogestion ou l'ingérence de l'IGF dans la gestion d'une institution au service de l'État qu'elle vient contrôler. Et enfin, l'IGF rejoint la Cour de compte en ce qui concerne le 3e degré de son contrôle, qui est le contrôle a posteriori. L'IGF aussi peut venir inspecter, contrôler, après que vous ayez déjà affecté. Oui, avant d'affecter, nous étions avec vous, nous avons vérifié s'il y a surfacturation, nous avons vérifié s'il y a eu vraiment appel d'offres ou comment décaissement spécial conformément aux normes. Nous avons vérifié comment vous étiez en train d'affecter et nous voulons vérifier à la fin si les opérations étaient affectées comme nous avons prévu en contrôlant. En quelque sorte, c'est une... Donc, c'est l'IGF qui a la charge de faire le contrôle a priori qui est la patrouille financière. Ce n'est pas le cas. Mais c'est quand même un organe qui travaille en collaboration finalement avec la Cour de compte. La compétence étant d'attribution, l'IGF a ses missions créées par l'État, la Cour de compte a ses missions, mais il n'y a pas affrontement entre les deux. Je vais vous revenir tout à l'heure. Alors je vais vous prendre également Faustin Simanga sur la même thématique. Comment... quelle sera votre réponse par rapport à la même question? Mais vous savez, la question, je pense qu'elle a été largement répondue par notre compatriote. Et vous comprenez que sur le principe, ça a été déjà tablé, pas besoin d'y revenir. Et nous aimerions comprendre effectivement dans la pratique comment l'IGF obtient des résultats, parce que parler de principes, parler d'attribution, c'est bien, mais en termes de résultats, qu'est-ce que l'IGF a produit comme résultat par rapport aux missions qu'il a, qu'est-ce que la Cour de compte a obtenu comme résultat? Et quand nous parlons résultat, c'est-à-dire il y a eu contrôle, il y a eu condamnation à l'issue du contrôle, il y a eu des poursuites judiciaires qui se sont soldées par les sanctions, il y a eu remboursement de l'argent détourné, et tout ça, on n'a pas encore vu. Donc si on interroge en termes de résultats, on se dira que les deux cours n'ont pas, le cours de compte et l'IGF n'ont pas obtenu des résultats positifs, parce que nous constatons que les personnes qui ont été par moment attrapées en flagrant délit de détournement n'ont jamais été inquiétés. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être poser les curseurs. Maintenant, sur le principe, la réponse a déjà été donnée. Nous le savons que les compétences sont d'attribution, mais la question devrait se poser sur les résultats. La Cour des comptes fait son travail où il est censé faire son travail. Et au final, qu'est-ce qu'on produit comme résultat en termes de sanctions? Est-ce que le travail de l'IGF est dissuasif? Parce que depuis que l'IGF a commencé à briller par les coups médiatiques et finance des campagnes médiatiques,
ils font bien leur travail selon les médias, selon la ligne de communication qu'ils sont en train de faire et de produire à longueur de journée. On voit partout l'IGF qui était censé quand même être discret dans l'action, mais ils brillent par la qualité de leurs émissions qu'ils font à tue-tête sur tous les médias, radio, télévision et sur les réseaux sociaux. Donc vous comprenez que la véritable question qu'il faudrait se poser, c'est en termes de résultats d'action de l'IGF. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de procès qui ont été ouverts par rapport à l'action de l'IGF et des fois même par rapport à la Cour des comptes, mais on n'a jamais vu des résultats probants sur les résultats. Est-ce que les Congolais qui sont à la gestion des finances publiques, les Congolais qui sont des dirigeants des entreprises ont déjà été dissuadés de pouvoir détourner ou pas? C'est ça la véritable question, et les Congolais qui nous suivent ont besoin de comprendre en termes de résultats qu'est-ce que l'UGF a produit depuis qu'ils sont, selon les dires de nos compatriotes de l'Union dite sacrée, qui sont en action, que le président de la République aurait donné un coup de boost à l'IGF depuis qu'ils ont commencé à faire ce travail que selon eux considèrent positif. On n'a pas vu de résultats. Alors est-ce que la question aujourd'hui c'est est-ce que l'IGF poursuit tous les dossiers? Le travail de l'IGF, c'est, comme vous l'avez souligné, justement constater, inspecter. Est-ce que c'est à l'IGF de poursuivre ces personnes qui ont détourné, par exemple, des deniers publics, ou bien c'est une autre structure de l'État qui doit suivre les dossiers? Mais évidemment que ce n'est pas l'IGF. L'IGF, c'est pas un parquet. Vous parlez justement des résultats. Non, mais en termes de résultats, quand on parle de résultats, il y a une action. Il ne faut pas s'arrêter en route. Il faut transférer les dossiers auprès des juridictions compétentes pour qu'ils puissent diligenter des enquêtes ou diligenter des... comme par exemple avec l'ancien ministre des Finances. Ah non, mais vous savez, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et vous savez qu'on va en parler aujourd'hui, on en parlera demain, et plus de, quand il y aura une autre affaire, on n'en parlera plus. Il y a beaucoup qui ont été déjà soupçonnés d'avoir détourné, mais on n'a pas de résultat en termes de condamnation, en termes de remboursement d'argent. Il n'y a pas. Et aujourd'hui, s'il y a une guerre entre les deux institutions qui sont censées contrôler, et vous allez voir en filigrane qu'il y a un souci. C'est-à-dire, il y a des acteurs politiques qui sont pro-IGF, il y a des acteurs politiques qui sont pro-Cour des comptes. Et si vous suivez dans le fond, il y a ceux qui protègent un camp de la même famille politique, il y a les autres qui sont protégés par un autre camp de la même famille politique. Et vous comprenez que dans le filigrane, il y a juste une désorganisation en termes de politique, de la gestion des finances publiques, en termes de gouvernance, qui permet à ce que nous puissions arriver à avoir ces types de duels. Mais en réalité, les Congolais n'ont pas besoin de connaître que tel fait tel travail, ils sont censés juste voir les résultats. Si le résultat est zéro, ça veut dire l'action de l'IGF ou de la Cour de compte est zéro également. Alors je vais vous revenir, Monsieur Fumutoto, on est en train votre co-débatteur venait de l'évoquer, on a l'impression que l'inspection générale des finances est favorite pour une certaine catégorie de la classe politique, critiquée par d'autres. Est-ce que il est question ici de favoritisme, ou bien il est question ici de pouvoir analyser clairement ce que fait l'IGF? Est-ce qu'il y a des résultats escomptés sur le terrain? Merci beaucoup. J'ai des observations à faire avant d'entamer le débat. La première observation, c'est qu'il est difficile à un membre du parti d'Augustin Matata de répondre profondément ou sincèrement sur la question de la Cour des comptes, aussi bien que sur la question de l'IGF, parce que autant de Kabila et de Matata, ils ont tué et la Cour des comptes et l'IGF. Il vous souviendra que la Cour des comptes ne va afficher complète qu'avec l'avènement du président Félix Tshisekedi-Antoine Tshilombo, chef de l'État, président de la République. En ce moment, vous pouvez vous poser la question. Matata les chantre la bonne gouvernance. Comment, même s'il faisait les biens, comment pouvions-nous le savoir pendant son règne ou durant son règne, la Cour des comptes n'était pas fonctionnelle et l'IGF n'avait pas la bouche à ouvrir, non plus l'œil à regarder. L'IGF avait l'œil creveux. Vous comprenez qu'il ne sait même pas répondre à votre question. Vous avez posé la question de départ. Parce qu'il faut éviter de faire la digression dans une émission. Chacun de nous a des choses à dire, mais nous devons quand même vous respecter en répondant d'abord à vos questions, même si on a des biscuits à côté pour essayer un peu d'illustrer la question par rapport, l'exemple par rapport aux journalistes.
à qui appartient la patrouille financière entre la Cour des comptes et l'IGF? C'était votre question. Lui dit, ce n'est pas ça le problème, c'est le résultat qui compte. Par contre, si vous avez posé cette question, c'est parce qu'il semble être exposé un conflit entre les attributions de l'IGF et de la Cour des comptes. C'était ça le sens de votre question. Il n'a pas répondu à cette question. Maintenant, lui pose la question, sur le plan pratique, ça se fait comment? Alors, je réponds à cette question. Sur le plan pratique, ça se fait comment? J'ai répondu dans la définition des missions. La Cour des comptes vous laisse terminer à gérer et vient vous contrôler à la fin. Alors que l'argent, s'il est détourné, ne reviendra plus à l'État. S'il peut revenir, il ne reviendra pas d'autres étapes et procédures. Maintenant, l'IGF vous contrôle avant, pendant et après. Nous avons répondu à cette question. Pratiquement, ça se fait comment? Il faut savoir que l'IGF n'est pas un service de gestion des contentieux. Je crois que vous avez tenté même de répondre à cette question. Ça veut dire que ce n'est pas l'IGF qui doit poursuivre la personne qui y est déclaré détourneur ou faussaire de l'argent de la République. Non. Alors, comment ça se fait? L'IGF, par rapport à ses attributions, arrive, dit, moi je voudrais inspecter, contrôler l'affectation, par exemple, que vous avez organisée dans tel secteur, dans tel département de votre entreprise. L'IGF vous écrit, envoie ses inspecteurs. Les inspecteurs accèdent à ce secteur-là, contrôlent. À la fin, les inspecteurs dressent un rapport de ce qu'ils ont trouvé dans les chefs de ces services-là, comme bonne gouvernance et surtout comme gestion. À qui revient la mission suivante alors? Attendez, la mission n'est pas terminée. Et puis ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce que l'IGF a déclaré qu'ici vous avez détourné que c'est fini. Le peuple congolais a besoin de comprendre comment l'IGF travaille pour justifier quand même et défendre les acquis. Parce que lorsqu'il dit, au cours de tout ce qu'il y a comme conflit entre la Cour des comptes et l'IGF, il y voit deux camps, un camp qui veut justifier Gilles Alinguetti et un autre qui combat Gilles Alinguetti et il qualifie ça de désordre. Non, il y a des cas clairs. Les camps de voleurs de la République qui a peur de l'inspection générale des finances et de l'impression du chef de l'État sur Gilles Alinguetti et les cas de nous qui voulons que l'argent de l'État soit bien géré. Donc, ceux qui défendent, ceux qui attaquent Gilles Alinguetti, ce sont les ennemis de la République. Ce sont les ennemis de la République. Et nous qui défendons Gilles Alinguetti, nous ne défendons pas Gilles Alinguetti, nous défendons le président de la République qui a impulsé, qui a réveillé la mission de l'IGF. Maintenant, lorsque l'IGF termine à vous contrôler, chers frères, l'IGF vous dit, voici, j'ai trouvé qu'ici vous avez mal géré et qu'ici l'argent de l'État a été détourné. Maintenant, l'IGF vous appelle au contradictoire. Avant de publier le rapport, vous venez, vous contrôlez ensemble avec l'IGF, là où l'IGF a établi que vous avez mal géré. Après, vous signez avec l'IGF les documents contradictoires. Alors, les forces de la République, qu'est-ce qu'ils font? Soit qu'ils refusent d'être contrôlés par l'IGF, soit qu'ils refusent de signer le contradictoire avec l'IGF. Et pour d'autres cas, c'est que vous signez et donc l'IGF donne trois informations. Information hiérarchique, c'est-à-dire à la présidente de la République, j'ai dit directement au chef de l'État, aux services qui sont chargés de gérer les contentieux, c'est-à-dire les cours des tribunaux, et l'IGF, d'après les statuts qui fait la loi qui fait statut au fonctionnement de l'IGF, l'IGF est en train d'être obligé de faire la publicité contre le détournement des deniers publics, et c'est même reconnu dans la Charte des Nations Unies. Alors lui il dit, l'IGF fait ce qu'il ne fait pas. Il ne faut pas faire. Je pose la question de savoir si vous avez feuilleté la loi portant création, fonctionnement organisé de l'IGF. Vous pouvez me donner une seule disposition qui interdit à l'IGF de communiquer pour décourager les détournés de la République. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de résultats. Je réponds à sa dernière préoccupation. Il y a des résultats. Vous vous rappelez que Kamatata, je crois, était premier ministre ou Ilunga. Kamatata, qui a signé le contrat sur commune? IGF, dans son contrôle par l'impression du chef de l'État, a fait entrer dans la caisse de l'État 7 milliards de dollars bruts. Et vous dites qu'il n'y a pas de résultat. Alors que tous les budgets de Matata et de Kabila, pendant 18 ans, n'ont pas atteint 5 milliards de dollars. Mais le contrôle de l'IGF sur un seul secteur, sur un seul contrat, nous fait gagner 7 milliards de dollars. Alors je vais vous revenir. Alors que Matata avait trompé, je termine, avait trompé Joseph Kabila que s'il faisait de lui Premier ministre, il lui donnerait un budget de 50 milliards sur 5 ans, alors que c'est le premier budget qui a été revu à la baisse à l'Assemblée nationale. Je vous reviens. Donc, si lui ne connaît pas le résultat, il oublie que l'inspecteur
l'enseignement primaire et secondaire est en prison. C'est à cause de quoi? Il oublie que des ministres ont quitté le fauteuil ministériel à cause de quoi? Donc, nous disons que la justice est malade et le chef l'a déclaré et nous pensons qu'avec le deuxième mandat, nous allons corriger. Ce n'est pas la faute de l'IGF. L'IGF n'a pas la mission de faire arrêter les gens qu'il a contrôlés. Je vais vous revenir, M. Chimanga, allez-y. Mais on va ramasser rapidement ce qui a été dit en dernier propos. Si on nous dit que Matata Ponyo Mapon avec 4 milliards et 5 milliards, on aimerait savoir les budgets de 16 milliards, quels résultats ils ont produits. Et j'aimerais vous rappeler, vous ne l'avez pas oublié parce que vous avez quand même déjà été plusieurs années dans la vie politique de ces pays. Vous le savez qu'avec les budgets de 4 milliards, beaucoup de sociétés ont été créées. Avec le budget de 4 milliards, beaucoup d'œuvres ont été réalisées. On a acheté les avions que vous avez qualifiés à l'époque d'occasion. 4 avions achetés avec un budget de 4 milliards. Une société de transport créée avec le budget de 4 milliards. Donc vous comprenez que les chiffres peuvent être maquillés. Et comme aujourd'hui on le voit, 16 milliards d'intentions, 16 milliards de promesses, 16 milliards de beaucoup de projets non réalisés. Depuis qu'ils ont 16 milliards, on n'a pas vu de réalisation. Les dollars est galopant. Quand le budget était à 4 milliards, vous ne l'avez pas oublié, les dollars étaient à 920. Dites-nous, avec un budget de 16 milliards, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Les conditions de vie étaient nettement supérieures à ceux d'aujourd'hui. Vous allez nous dire, c'est avec un budget de 16 milliards. Vous allez nous dire qu'on avait 4 milliards. Oui, nous l'acceptons, nous l'assumons. On avait un budget de 4 milliards. Combien de routes ont été faites? Dans ce pays, nous savons que le bus Transco quittait Tchangou jusqu'au centre-ville avec 500 francs, avec un budget de 4 milliards. Aujourd'hui, pour quitter mon magasin, arriver en ville, vous payez 1500 francs. S'ils sont cléments, les taximens. S'ils ne sont pas cléments, on est à 2000 francs. Donc, si vous quittez Upen pour arriver au centre-ville, en prenant un taxi, vous êtes déjà à minimum 4000 francs. Donc vous comprenez qu'on peut avoir 16 milliards de promesses, mais n'est pas réalisé dans le fond et dans la réalité. Ne soyons pas hors sol. Ceux qui nous suivent ont besoin de comprendre les choses simples. Et je parle simplement pour que les Congolais nous comprennent. Oui, nous avons un budget de 4 milliards. Oui, on a eu un budget de 4 milliards. On a produit beaucoup de choses. On vous a laissé 4 avions. Au bout de 5 ans, il n'y a plus d'avions chez Congo Airways. Il n'y a plus de bus. Et les bus Transco qui existent encore ne peuvent même pas acheter le carburant. Toutes les sociétés que Matata Ponyo Mapon a créées et a laissées, ils sont par terre. Donc soyons quand même assez cléments avec ces Congolais qui souffrent pour qu'ils puissent comprendre qu'au-delà de vos bonnes intentions, parce qu'on ne construit pas un pays avec les bonnes intentions. On nous a chanté pendant 5 ans que nous, quand on va venir au pouvoir, on va nous faire l'Allemagne d'Afrique. Oui, la justice est malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver les médicaments pour soigner cette justice. Est-ce que vous pensez que depuis le début du quinquennat, vous êtes prêts à pouvoir produire une solution? Les efforts du ministre Moutamba. Non, mais vous savez, non, mais écoutez, c'est du tape à l'œil, tout ça. Et vous pensez qu'au bout d'une année, la justice va arrêter d'être malade. Et vous avez vu les scandales qui sont autour de la prison de Makala. C'est dans ces secteurs-là. Ça reflète... La prison n'était pas dans ces secteurs. Non, mais écoutez, et si vous regardez la population carcérale, ils ont grimpé depuis que Matata. Et vous vous rappelez que Matata est parti depuis près de 10 ans aujourd'hui. Pourquoi on parle de lui? Parce que tous les premiers ministres qui sont venus après lui n'ont pas pu arriver à peut-être 10% de ce qu'il a fait. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui Matata est comparé à tous les premiers ministres qui sont arrivés après, parce que ceux qui sont venus après lui, déjà bientôt 10 ans, ils n'ont pas pu réaliser quelque chose d'assez intéressant pour battre le record de Matata. Matata a fait beaucoup de choses dans ce pays, on ne va pas revenir sur ce qu'il a fait il y a 10 ans, et ils sont censés faire mieux. Et jusqu'ici, les Congolais ne voient pas mieux. Écoutez, on nous avait promis 8 avions. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avion. Congo Airways n'a pas d'avion. Pendant que Matata a laissé 4 avions d'occasion, nous l'assumons, 4 avions d'occasion, combien ça a été acheté? Et avec quelle durée? Non, mais écoutez, partout au monde, les sociétés de transport font des leasing et achètent les avions d'occasion. Et l'entretien qui vient après dépend de la société qui les gère. Aujourd'hui, on a vu que Congo Airways, on a révoqué les DG
qui gère actuellement. Espérons qu'avec ça, le gouvernement va trouver comment ils vont pouvoir relancer cette société. Même si on voit encore une fois, le conseil d'administration évoque les DG et le ministre du portefeuille les réhabilite. Donc vous comprenez qu'il y a un désordre d'organisation au sein de ces régimes et vous comprenez qu'ils ne sont pas prêts à obtenir des résultats parce que, croyez-moi, madame, ils ne sont pas à même d'obtenir des résultats. Nous allons aller crescendo dans l'inflation, nous allons crescendo dans les détournements. Alors, j'aimerais quand même vous revenir parce que vous avez évoqué un aspect très important. À vous entendre parler, clairement, le LGD trouve que le travail mené par l'inspection générale des finances ne produit pas des résultats escomptés. Alors, s'il faudrait redorer l'image de cette institution quand même attachée à la présidence de la République, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Non, mais vous savez, c'est simple. Il ne faudrait pas que nous soyons les donneurs des leçons. Si on a voté, ou du moins si la CENI a proclamé le président de la République victorieux, c'est parce qu'il a présenté ou il aurait présenté aux Congolais un projet de société qu'il a, partons sur le principe, qu'il a choisi. Ça veut dire que le président de la République sait où il est censé savoir ce qu'il faut faire pour que l'IGF puisse produire des résultats. Si nos compatriotes estiment que les résultats actuels de l'IGF les contentent, nous allons pouvoir voir en termes de réalisation, en termes d'action pratique, qu'est-ce qui va revenir. Nous savons que l'IGF n'a pas vocation de pouvoir condamner ou faire condamner. Ce n'est pas dans ses missions. Mais il faudrait qu'à l'issue des enquêtes menées par l'IGF, que la justice qui est malade puisse faire en sorte qu'il puisse avoir des condamnations si clairement, ça n'a rien à voir avec la mission de l'IGF. Non, mais écoutez, depuis le départ, nous étions d'accord que l'IGF n'a pas pour mission de condamner. Mais il faudrait qu'à l'issue des résultats de l'IGF, que les institutions puissent condamner si condamnation il y a besoin. Alors, je vais prendre rapidement en réaction et puis on va prendre la toute dernière question avant de passer à la prochaine thématique. Bon, j'ai comme l'impression que notre ami n'est pas dans un débat politique. Sincèrement, je regrette même d'avoir accepté de débattre avec lui. Quand vous dites que vous avez acheté les avions, est-ce que vous pouvez nous dire dans le programme du gouvernement qui avait qui avait investi le gouvernement de l'Augustin Matata, il y avait la prévision de l'achat des avions? Quand on crée une société, c'est pour créer. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc, le Premier ministre est nommé par le chef de l'État, après formation de son gouvernement, présente son programme du gouvernement à l'Assemblée nationale. Et si le programme du gouvernement à l'Assemblée nationale est accepté, l'Assemblée nationale investit le gouvernement revient en second lieu avec le budget des activités prévues dans le programme. Est-ce que vous pouvez me dire, parce que vous pensez tromper d'ici les Congolais, que vous n'avez même pas honte, vous n'avez même pas honte de parler de LG, donc je ne sais pas, bonne gouvernance, si vous avez ramassé ça, où vous avez construit l'hôtel du gouvernement, ça n'a pas été budgétisé par l'Assemblée nationale, par le Parlement. Vous avez acheté l'avion, donc il n'y a pas quelqu'un qui a volé l'État congolais plus que Matata. Et vous devez avoir honte de nous parler de Matata comme modèle. Mouzitou est loin supérieur à Matata sur tout le plan. Parce que Mouzitou, qui avait un budget inférieur à Matata, a triplé le salaire des agents de l'État. Il a doublé, triplé le salaire des magistrats consorts. Et les quais de routes qui étaient construites sous Kabila n'ont pas été construites sous Matata. De quoi vous parlez? Vous voulez nous distraire? Deuxième élément, est-ce que vous vous rappelez, peut-être que vous n'avez pas compris le gros mensonge d'État qui a été proféré par Kabila, Matata qui a trompé Kabila. Il avait dit que toutes les réalisations sous Mouzitou c'était lui, et puis il a trompé Kabila qui devait réaliser lui 50 milliards de dollars. Mais son budget a été revu en baisse. Mais vous vous rappelez, le coulage des recettes c'est sous qui? Le coulou en cravate c'est sous qui? Maintenant, un premier ministre qui avait prétendu beaucoup réaliser, beaucoup mobiliser des recettes, arrivé au finish, il dit, a-t-il arrêté? Vous n'avez pas répondu à la question. Matata a géré le gouvernement de la République sans la Cour des comptes. Est-ce qu'il y avait des cas de détournement comme il y a ça est le cas aujourd'hui? Il n'y avait pas de détournement parce qu'il n'y avait pas de contrôle. L'argent de l'État était confondu à l'argent des individus. Maintenant, nous parlons contrôle, nous parlons détournement, nous parlons vol parce qu'il y a un contrôle. Il y a l'IGF qui travaille. En plus de ça, lui n'a pas compris. Lorsqu'il dit que le contrôle de l'IGF n'a rien donné, mais je viens de lui opposer un cas. 7 milliards
ici restitué dans le compte de l'État chaque année 1 milliard. Vous n'avez rien dit. Donc quand vous faites les débats politiques, il faut avoir la vision d'État, la mission de l'État, les sciences de l'État, les données d'État, la thèse d'État. Vous n'êtes pas dans la thèse d'État. Maintenant, je ne peux pas oublier une chose. L'IGF nous a donné la fierté. Si vous prenez seulement les revues de la DGI du mois d'avril, le revue d'un seul mois, c'est plus que les budgets de Matata. Kabila a géré ce pays. Quelle réalisation avec un budget supérieur à Matata? Mais alors, prenez maintenant 6 millions d'enfants rentrés à l'école avec la gratuité, la qualité et l'accès de tous les enfants à l'âge de scolarité. Mais les problèmes d'infrastructure se poursuivent. Non. Il y a quand même des infrastructures qui ne répondent pas aux normes. Peut-être qu'on ne m'avait pas suivi. Dans ce secteur, la politique sociale du chef de l'État, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, est axée sur 3 points. 1. La gratuité de l'enseignement, l'accès de tous les enfants à l'âge de scolarité à l'enseignement de base et la qualité de l'enseignement. Combien de bas? Notre enseignement est de qualité. Vous êtes sûr? J'ai dit les politiques sociales du chef d'État dans ce secteur, c'est 3 sections. 1. La gratuité. Tous les enfants à l'âge de scolarité ont eu accès. Plus de 6 millions d'enfants ont récupéré. En plus de ça, avec la crédibilité nationale que nous avons connue, nous avons eu l'accompagnement des institutions de Bretton Woods. Vous dites que Matata, il n'a qui le premier ministre Sama Lukonde est loin supérieur à Matata. Sous Sama Lukonde, nous avons eu 6 revues déjà entamées, terminées. Nous sommes rentrés à l'ordre de la bonne gouvernance avec les institutions de Bretton Woods. Vous pouvez me dire avec Matata, nous avons eu combien? Nous avons eu combien? Et avec le contrôle de l'IGF, nous avons fait augmenter l'argent de l'État et nous avons financé des projets supérieurs. Nous avons construit de nouvelles écoles. Je vais vous citer les écoles de Kinshasa. Je peux vous citer au niveau de 16e île, vous voyez l'Institut Lumumba. Est-ce que vous avez jamais visité la commune d'Ngilingiri? Nous sommes à Kinshasa. Vous n'avez pas vu le nombre d'avenirs créés, parce qu'au lieu de dire réhabiliter, créer. Et vous nous posez la question, nous avons mis cet argent où? Mais sur la défense, vous avez laissé combien? 400 millions de dollars. Et nous avons donné 1 milliard 600 millions. Nous avons acheté de nouveaux avions. Nous avons rétabli à Fridex l'usine de fabrication de munitions conçues. Merci beaucoup. Non, mais je devais quand même lui apprendre à connaître, parce qu'il vit au Congo, mais c'est parce que nous avons fait des lois supérieures. Alors, je vais vous accorder la parole pour terminer ce chapitre. Je termine en disant ceci que... En 30 secondes, s'il vous plaît. C'est que nous ne voulons pas accepter, c'est que nous ne pouvons jamais tolérer que la Cour des comptes puisse se substituer à la Cour des fossoyeurs de la République. Parce qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, madame, entre nous soit dit, Gilles Alinguet, il fait rentrer à la caisse de l'État 7 milliards de dollars, il n'a pas besoin de voler 1 million de dollars. Alors que Nicolas Kazad décaisse 71 millions de dollars, un individu. Est-ce que vous pensez que Gilles Alinguetti a besoin d'aller prendre ça 50 000 dollars chez la GECAMINE pour venir distribuer avec les autres inspecteurs généraux de finances ou les autres inspecteurs de finances? Alors, 2. S'il vous plaît. Que la Cour des comptes ou le procureur général près de la Cour des comptes nous dise quelle est la disposition de la loi portant création et fonctionnement de l'IGF qui interdit à un inspecteur général de finances de former quelqu'un. C'est-à-dire, si on est inspecteur général de finances, on ne peut pas être professeur d'université. C'est écrit. Les agents de l'IGF sont allés former ceux qui avaient besoin de leur expertise. Et ça devient une infraction fondée sur quelle loi? Nous n'allons pas tolérer l'intimidation et le chef de l'État n'est pas distrait. Il faut que nous puissions, nous tous, peuple congolais, louer la grandeur, la bravoure du travail de Gilles Alinguet et nous gagnerons encore plus que Matata et Kabila qui n'ont rien foutu par rapport au On va clôturer avec cette thématique avec vous, justement. Mais vous écoutez ceux qui nous suivent sont peinés en écoutant notre compatriote qui vit pas au Congo visiblement. Est-ce que vous imaginez que les Congolais hier pour quitter la ville ont dû marcher à pied? Est-ce que vous imaginez que les Congolais pour quitter l'UPN et aller travailler en ville ont dû marcher à pied? Tout ça, on va nous dire qu'ils ont réalisé quelque chose. On nous a fait croire qu'avec les 16 milliards, ils allaient avoir des bus made in Congo. Les bus sont où?
Ne soyons pas en train de mentir aux Congolais. Soyons réalistes, soyons réels. Et vous le savez. Vous ne voulez pas le reconnaître pour les besoins de la figuration politique. Vous savez que le pays est dans les conditions les plus terribles depuis plusieurs années. Vous le savez. Vous ne voulez pas l'assumer. Les Congolais qui nous suivent comprennent que vous êtes dans la posture politique. C'est votre droit. Mais il faut savoir être en connexion avec les peuples. Les peuples souffrent. Et vous le savez. Ce qui est difficile à admettre, c'est que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a apporté pour certains l'espoir de la RDC, a échoué. Il est en train d'aller en s'enfonçant dans l'échec. Vous allez nous chanter la gratuité de l'enseignement. Il n'y a aucun pays, j'allais dire, au monde qui s'est construit avec la gratuité. Les organisations de Bretton Woods ne participent pas à un développement. Si je vous posais la question de savoir quel pays s'est développé avec l'aide de l'FMI ou de la Banque mondiale, vous n'allez pas me citer. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé avec ces aides-là. C'est par rapport, on arrive à se développer dans un pays avec une production intérieure, qui est avec une bonne organisation intérieure, avec une bonne politique extérieure, avec une économie assez introvertie, pas une économie comme on le voit aujourd'hui, très extraverti, et vous le savez, et vous ne voulez pas être sincère avec ces Congolais qui souffrent. Si les Congolais qui nous suivent aujourd'hui sortent en route, ils passent par l'avenue où se trouve cette chaîne, ils vont constater qu'il y a des flaques d'eau partout. C'est ça la réalité, et vous le savez, vous ne voulez pas être sincère avec les Congolais. Vous le savez que le président actuel est en train de gérer ses 4 ans qui restent. En 2028, nous aurons un autre président qui viendra pour tenter de pouvoir... certainement candidat aussi. Mais écoutez, Matata est l'espoir de ces pays. Même si notre compatriote aujourd'hui est dans les dénis de la réalité, il sait pertinemment qu'il y a des Congolais qui sont compétents. Si vous nous citez 5 premiers ministres meilleurs que ces Congos a connus, vous citez Matata Ponyo Mapon. Et vous le savez, il le sait. Le compatriote le sait. Mais comme il est dans une posture politique, il ne va pas l'admettre. Nous le concédons. Mais vous savez qu'il faut être sérieux avec ces pays et sérieux avec ces Congolais. Vous imaginez qu'aujourd'hui, pour quitter Tchangou et venir en ville, c'est vraiment comme vous faites un voyage et vous vous ruinez. Vous devez avoir minimum 10 000 francs pour quitter en aller-retour Tchangou. Il le sait, même si lui, il peut se mouvoir facilement parce qu'il a peut-être sa mobilité, mais les Congolais les savent que nous sommes dans de mauvaises conditions. Il ne faut pas prendre des postures politiques pour pouvoir justifier ce qui est injustifiable. Et il le sait. Ce qui est sûr est qu'il est sincère avec lui-même. Il ne pourra pas être sincère avec le Congolais parce qu'il est dans une posture politique. Peut-être une question par rapport à ce que vous venez de dire. Matata Ponyo, LGD a été consulté avant la formation du gouvernement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, mais vous savez, Matata Ponyo Mapon avait répondu à l'invitation d'un Congolais qui a voulu l'entendre. Matata Ponyo, c'est un ancien Premier ministre de ce pays. S'il y a un Congolais qui estime qu'il doit aller consulter un ancien Premier ministre, certainement pour savoir comment il a fait pour gouverner pendant 4 ans et produire des résultats. C'était pour savoir comment il a gouverné, ou c'était pour la formation? Non, mais écoutez, Matata Ponyo Mapon a été clair chez vos confrères de TV5 Monde quand on l'a posé la question s'il accepterait de participer au gouvernement. Il a dit non. Il a dit haut et fort qu'il n'accepterait pas. C'est comme ça qu'il n'a pas voulu aller. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on voit que les bateaux Union dite sacrée est en train de couler. Et vous imaginez si les LGD étaient dans ces bateaux-là. Mais écoutez, on n'allait pas être l'alternative. Aujourd'hui, le LGD est l'alternative, justement parce que nous ne nous retrouvons pas dans une famille politique investie de virus comme l'Union dite sacrée. Du coup, vous êtes d'accord pour la question du porte-parole de l'opposition? Mais écoutez, vous le savez que nous nous sommes toujours inscrits dans le sens où il faut respecter la Constitution. Et avoir un porte-parole de l'opposition, c'est constitutionnel. Et nous savons que nos partenaires d'Ensemble pour la République et nous autres, nous nous sommes parlé pour que nous puissions enfin nous mettre d'accord sur la question. Un poste qui doit revenir au LGD? Non, un poste qui doit revenir à la personne qui peut mieux porter la parole de l'opposition. Le LGD est membre de l'opposition. Le LGD, si l'option est levée pour le LGD, ça sera le LGD. Alors on va prendre la deuxième thématique parce qu'on a pris beaucoup de temps avec le dossier IGF. On va parler de ces anciens
incidents qui ont survenu le week-end lors du concert de l'artiste gospel Mike Kalambay. On parle de 9 morts, de compatriotes qui étaient partis louer, célébrer Dieu, qui finalement ne sont pas rentrés dans leur maison parce que étouffés, beaucoup de monde, et le gouvernement a décidé finalement de suspendre les activités culturelles au niveau de Stade de Martyrs et de Stade Tata Raphaël. Monsieur Fumutoto, est-ce que cette décision du gouvernement est quand même salutaire? D'abord, venons-en aux responsabilités. Par rapport à tout ce qui s'est passé au stade, on a vu de compatriotes qui ont perdu la vie. À qui revient la responsabilité finalement? Parce que quand il s'agit d'organiser une activité aussi grande dans un stade de martyrs qui contient pratiquement plus de personnes, il faut quand même prendre des dispositions. Oui, bien avant de répondre à votre question, je voudrais quand même satisfaire aux préoccupations de mon ami qui n'a pas l'information. En 30 secondes, s'il vous plaît. Non. Mais la Grèce venait de traverser une grave crise. Aujourd'hui, la Grèce s'est relevée à cause de quoi? Des financements des institutions de Bretton Woods. Pour votre information, les institutions là ont été créées pour résoudre le problème du pays développé. Ce n'est qu'après qu'ils vont venir pour résoudre. Même la France s'est relevé avec le financement des institutions. Pour votre information, vous n'avez pas d'information. Alors venons au dossier du Stade de Martyrs. Il ne faut pas dire que ça n'a jamais existé parce qu'en économie publique, on dit que les vrais capitaux sont les capitaux des autres. Et donc, ce qui pose le problème, ce n'est pas qu'on ne peut pas emprunter. Le vrai problème, c'est que lorsqu'on prend cet argent, on en fait quoi? Et aucun pays ne peut se développer sans la crédibilité internationale. Or, vous, les relais d'échange, vous les avez fossoyés parce que vous étiez incapables, sous ma tête, d'avoir la crédibilité internationale. Venons au dossier du Stade de Martyrs. Le dossier du Stade de Martyrs, s'il vous plaît. Enfin, je termine que si vous voulez connaître la stabilité du taux d'échange au Stade de Matata, prenez seulement les palmarès financiers pour savoir quand Matata est entré au pouvoir ou quand Kabila a entré au pouvoir, le taux de change était à combien et quelques années seulement combien. Le taux de change, oui, qui ne stagne pas comme tel, au temps de Kabila, il y avait l'inflation plus qu'au temps de Tshisekedi et les palmarès sont là, vous pouvez vérifier. Le dossier Stade de Martyrs, s'il vous plaît. Donc, sur le dossier Stade de Martyrs. Et je ne veux pas attendre de mes oreilles que Matata soit un modèle pour ce pays. Au moins que le dossier Stade de Martyrs, s'il vous plaît. Stade de Martyrs, bonne et mauvaise décision. Bonne décision, pourquoi? Parce que dans tout le pays qui se respecte, il y a des salles de spectacle pour d'autres événements et qu'on n'utilise pas les stades de football comme moyen pour d'autres activités culturelles. C'est une honte, heureusement que nous avons la reine de Kinshasa, nous avons les centres culturels et peut-être avec les... Qui ne peuvent pas contenir autant de monde. Qui ne peuvent pas contenir autant de monde. C'est déjà une faiblesse de Kabila, de Mobutu et une partie de notre propre faiblesse parce que nous n'avons pas prévu quel autre dispositif qui peut contenir autant de monde comme ça. Alors que Mobutu, qui était dans le règne de la malgouvernance, a pu quand même penser qu'on peut avoir un stade de 80 000 places assises. Si on prend une décision pour dire on ne peut plus accepter d'autres activités et surtout celles qui ne sont pas sportives au Stade de Martyrs, nous pensons que c'est une bonne chose parce que le stade a été construit pour 80 000 places assises. Et si le stade reçoit plus de 80 000 places assises, c'est déjà tuer même les stades en question. Nous disons oui parce que nous avons l'obligation de construire d'autres dispositifs, d'autres endroits capables d'accueillir et même des esplanades, mais de qualité. Nous avons salué cette décision. Mais nous disons que cette décision est inutile, tout en état d'union sacrée. Pourquoi? Les gens ne sont pas morts à cause de Dieu. Les gens ne sont pas morts à cause de Mike Kalambay. Parce qu'au moins, ils se sont inscrits. Ils ont payé les frais qui sont exigés pour accéder à ce stade-là. On ne doit pas dire on va établir la responsabilité. C'est toujours la façon meilleure d'endormir les Congolais. On doit arrêter et transférer en prison les responsables policiers, administratifs et politiques. Parce que les gens sont morts. On attend d'établir responsabilité. Non, il faut poser la question à celui qui a fait louer la salle. Vous ne saviez pas que la salle ici c'est 80 000 places assises. Il faut poser la question à la police qui était commise. Vous devriez être combien de policiers par porte? Il faut savoir aux organisateurs
et en menant la responsabilité. N'avez-vous pas prévu, comme nous avons vu Noël Échequé organisé avec le gouvernement ici, l'arrivée du pape et d'autres la francophonie, c'était incident zéro. Il fallait s'inspirer auprès de ceux qui ont fait aussi ces deux grands événements que je viens de citer. Mais nous dire aujourd'hui, on va établir la responsabilité. Notre justice étant malade, ces gens sont perdus. Nous n'acceptons jamais que nous puissions gérer le Congo pour tuer les Congolais. Donc, je pense qu'il faut établir les responsabilités des organisateurs, de la police, des responsables administratifs et des responsables politiques. Mais cette fois-ci, il faut arrêter les gens. Il faut sanctionner les gens et il faut que les sanctions soient exemplaires. Mais si on dit, on suspend jusqu'à quand? Et tous ceux qui ont besoin des activités non sportives, mais qui sont aussi des activités normales d'ordre national, on va les faire où? À l'instar du concert de... Donc je pense qu'on pouvait dire, au lieu de suspendre, pour que on va préjudicier par exemple Fally Poupa, on doit dire, on doit mettre l'ordre en lieu et place où il y avait le désordre. Pourquoi nous on a toujours peur de mettre l'ordre dans le désordre? Est-ce que suspension signifie ordre? Est-ce que suspension signifie arrestation de ceux qui ont foutu? Est-ce que suspension, c'est comme notre ami a dit tantôt, c'est peut-être une seule bonne manière de nous endormir. Mais les familles là qui ont perdu leurs enfants, troisième responsabilité, j'ai donné la responsabilité de l'État, j'ai donné la responsabilité des organisateurs, parce qu'eux aussi devaient éviter que les gens qui allaient louer Dieu rentrent des cadavres. Maintenant, la troisième responsabilité, vous les parents de ces enfants-là, pourquoi vous ne saviez pas qu'il y avait les concerts, je crois, de Fally Poupa ici? Au même stade, il y a eu des morts d'hommes. Pourquoi un parent responsable ne pouvait-il pas dire à ses enfants, tout à la temps, distance, au lieu de que nous condamnons, parce que nous savons au moins que dans ces stades-là, il y a toujours des désordres chaque fois qu'il y a une grande problème finalement, il n'y a pas d'ordre. Vous parlez justement de désordre, c'est-à-dire que nous pouvons dire que nous n'avons pas de service qu'il faut. En tout cas, par rapport à la gestion de ces stades-là, nous sommes malades et nous devons faire quelque chose. Merci. Parce que ce n'est pas la première fois que les Congolais perdent la vie là-bas. Alors, je vais vous prendre également Faustin Simanga. Mais vous savez, sur cette question-là, il ne faudrait pas qu'on prenne ça à l'air. La question de gestion des grands événements se pose toujours partout au monde. Et j'ai cru entendre tout à l'heure que les stades seraient faits que pour les activités sportives. Non. Les stades de France, par exemple, a toujours accueilli beaucoup de concerts depuis des années. Mais ils arrivent à s'organiser. Il faut qu'on puisse traiter ces questions au fond. Les pays évoluent aussi avec des grands événements. C'est pas pour rien que le pays a voulu organiser plusieurs événements. Il va vouloir aussi organiser la CAN bientôt là, parce que le président de la République l'aurait promis. Mais bon, comme on sait qu'il a du mal à respecter ses promesses, nous ne serons pas étonnés s'il n'organise pas la CAN. Mais vous savez que les concerts, déjà on déplore les vies humaines, mais ça pouvait être évité. Comment? Dans un pays où on sent, dans une capitale où on sait qu'on est à plus de 12 millions, selon les estimations qui ne sont pas officielles, il faut envisager qu'il y ait des Congolais qui sont dans la liberté d'aller participer à un concert gospel ou un concert de notre artiste de tout genre. Et au stade de Martyrs, il faut organiser les entrées, organiser comment les gens sont en train de s'asseoir et organiser même les secours. Dans une capitale où il n'y a pas beaucoup de policiers, combien de policiers ont été commis à la sécurité de cet événement? Je ne pense pas que c'est 10 000 qui ont été commis à la sécurité. Les conditions d'accès étaient comment? Est-ce que les organisateurs avaient fait ou déposé une caution sécurité? Et ça peut être une solution au lieu d'annuler. Et ces événements-là peuvent aussi être l'occasion d'avoir de l'argent qui peut aller dans la caisse de l'État. Et si on s'organise, il faudrait peut-être que les prochains qui vont organiser, qu'ils puissent avoir une caution sécurité. S'ils sont en mesure de pouvoir louer ces stades, ça veut dire qu'ils sont en mesure de déposer de l'argent qui pourra servir à arranger ce qui est détruit dans le stade et permettre à ce que l'État puisse avoir de quoi entretenir ces stades-là. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait peut-être mettre en place une caution sécurité pour que
à chaque fois qu'il y a une manifestation de grande envergure organisée comme l'artiste célèbre Fally Ipupa est en train de le projeter, qu'il puisse avoir une caution sécurité pour que les policiers soient mobilisés avec la caution sécurité qui est donnée par les organisateurs. C'est aussi une des solutions. Mais interdire, c'est non seulement faire un manque à gagner pour l'industrie de musique congolaise, pendant que nous savons que l'industrie du spectacle doit être parmi les industries à encourager. Il ne faudrait pas être dans une société de l'interdit. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on va interdire les organisations. Qu'est-ce que l'État propose comme spectacle? Parce qu'on nous a proposé quelque chose qui était juste l'occasion pour détourner, et l'affaire des détournements de la francophonie, on n'en parle plus. Or qu'il y a eu beaucoup de détournements. Mais la francophonie était quand même une réussite. Non, mais et vous savez pourquoi c'était une réussite? Parce que dans le fond, la société d'organisation n'était pas congolaise. En réalité, il y avait une société française qui avait les contrats d'organisation de cet événement-là. Nous avons vu le Congolais, oui, c'est vrai. L'actuel député provincial. Mais c'est vrai que les Congolais ont participé partiellement à l'organisation de cet événement-là. Mais l'organisation en soi était assurée par une société française que je n'aimerais pas citer. Et je pense que la polémique qui avait autour de cet événement-là va vous faire comprendre pourquoi nous avons eu 0 mort. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas que les policiers congolais qui étaient commis à la sécurité. Il y avait beaucoup de sociétés privées qui ont été aussi attachées à la sécurité de Congolais. Et c'est aussi une stratégie qu'il aurait fallu appliquer pour le concert du compatriote Mike Ambaï pour pouvoir éviter les morts. Quand il y a mort, il faut condamner, il faut établir évidemment les responsabilités, mais ça peut être évité. Suspendre n'est pas une bonne solution en soi. Il faut trouver des mécanismes pour maintenir les spectacles, ne pas être dans une société de l'interdit parce que l'État congolais n'est pas en mesure de sécuriser les Congolais. Et ces désordres constatés au stade de Martyr n'est que le reflet du désordre de l'action politique du régime actuel. Alors, je vais vous prendre par moi, vous voulez réagir par rapport à ce qu'il vient de dire rapidement? Non, il ne peut pas dire que c'est une société française qui avait fait réussir l'organisation, c'est faux. Peut-être qu'il n'a jamais lu les statuts de la francophonie. Lorsqu'il y a invitation de manifestation de la francophonie dans un pays, il y a association d'une manière générale entre tous les pays membres qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre, mais la responsabilité d'accueillir, de loger, de tout sur le pays d'accueil. Donc c'est la République démocratique du Congo. 2. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu échec? Mais parce que le gouvernement s'est impliqué avec le moyen, avec les services de sécurité, ici notre ami Isidoro, le ministère de la Santé, tout ça, et c'était une réussite avec notre ami Noël Echeke Consort. Mais quand nous avons reçu les papes ici, c'était un grand spectacle au niveau de L'histoire de martyr? Non, d'Indolo. De l'aérodrome d'Indolo. La messe. Mais là, c'était bien organisé. Il y avait des services de santé, il y avait le moyen de protection, les entrées étaient bien surveillées, contrôlées, et on n'a pas manqué des cas d'incidents, de tombées consorts. Mais parce que c'était tellement organisé que personne n'était mort. Donc il ne faut pas, même si vous n'êtes pas du pouvoir, nier les compétences, les qualités des Congolais. En plus de ça, la francophonie a eu le privilège d'avoir plusieurs sites. Ça aussi, ce n'était pas la France qui avait organisé, c'était le Congo. Donc nous voulons dire par rapport à cela que non, il ne faut pas lier les accidents aux désorganisations politiques du pouvoir actuel, parce que le pouvoir actuel n'est pas dans son ensemble ça de mentir. Il faut établir les responsabilités de ceux qui sont commis là-bas. Je sais ce que vous avez dit, il fallait donner une caution pour la sécurité. Mais si on ne prend pas de mesures, et si cette caution pour la sécurité est détournée, je veux aussi proposer que chaque fois qu'il y a des activités comme ça, oui, parce que vous savez, un musicien, qu'il soit gospel, qu'il soit culturel, qu'on appelle autrement, musicien mondain, il a besoin de faire un prêt à craquer, comme on dit. Donc, ce n'est pas à lui de dire, non, il y a dans la pose à Amaloba, mais c'est à nous qui sommes des administrateurs des sociétés qui pouvions dire 80 000 places assises, c'est fini, on ferme. Et ce musicien-là ne serait pas mécontent de voir que même si on a fermé, mais il y a encore des gens au niveau de l'esplanade.
Mais pourquoi nous tolérons tout et alors pour que les gens sortent, il y a des problèmes. Donc, il faut qu'on puisse... alors, je prends votre réaction et puis on passe à la prochaine, à la dernière thématique. Non, mais vous savez que ces questions, nous insistons sur la sécurité. Même si on pense qu'il ne faut pas lier les désordres au sein de Martyrs au pouvoir, mais il faut savoir que la responsabilité de la sécurité est de la responsabilité du gouvernement et du président de la République. C'est lui qu'on a choisi pour sécuriser le Congolais. S'il y a des Congolais qui meurent, ça veut dire qu'il a failli sur sa mission. Et je pense que les 9 Congolais qui sont morts dans le stade de Martyrs n'ont pas été assurés en sécurité par rapport à ce qui a été choisi comme politique. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous proposons qu'à chaque fois qu'il y a de telles manifestations, qu'il y ait une caution sécurité conséquente. Et je pense même qu'il fallait même d'ailleurs laisser les concerts prévus se faire pour tester la capacité de résilience de la sécurité congolaise. Comment on va savoir que notre police est à même de pouvoir sécuriser les Congolais si on n'a pas de grands événements? C'est comme si on veut cacher notre incapacité par l'interdiction. Il faut laisser le concert se faire et développer la sécurité qui pourra permettre à ce que nous puissions avoir les Congolais qui rentrent chez eux sans problème. Alors je vais rester avec vous, je prends la dernière thématique, une seule question principale. L'élection du bureau définitif du Sénat est prévue, selon les calendriers, ce 3 août, donc ce vendredi. La question qui se pose, quel profil aujourd'hui pour occuper le perchoir du Sénat? Non, mais vous savez, déjà, le profil selon l'Union du Sacré, c'est que ce soit quelqu'un qui est issu de la famille, mais nous savons qu'il faut qu'il y ait de la qualité, de la compétence. C'est comme ça qu'au niveau de l'opposition, les postes qui est acquis à l'opposition ou les postes qui est dévolus à l'opposition a été déjà pourvu en termes de profil. Nous avons le profil qui a été choisi, c'est Salomon Kalonda, ce n'est un secret pour personne, que c'est quelqu'un de compétent et c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans la politique congolaise. Il vient d'un parti partenaire, Ensemble pour la République, le LGD est partenaire. Soutient la candidature de Salomon Kalonda. Nous sommes partenaires Ensemble pour la République. Il représente l'opposition, le LGD est un parti d'opposition et nous savons qu'il va gagner parce que les sénateurs qui sont clairvoyants et verront que Salomon Kalonda est à même de pouvoir jouer ses rôles pleinement et je pense que ça sera un candidat qui sera choisi et sauf si l'Union du Sacré nous fait encore le coup qu'il a fait avec son substitut qui est aujourd'hui ministre de la Justice pour pouvoir l'imposer contre un candidat de l'opposition. Donc vous comprenez que Salomon Kalonda est le profil choisi par les partis d'opposition et je pense qu'il va jouer un rôle pleinement pour représenter l'opposition congolaise. Alors je vous prends également Funtoto pour clôturer. Bon, il y a un problème, c'est qu'au niveau de l'Union Sacrée, jusqu'à présent, on n'a pas encore les tickets complets de l'Union Sacrée en ce qui concerne cette élection-là. Ça signifie qu'il y a encore de pourparlers. Nous n'avons pas peur d'une opposition qui a échoué. Matata qui devait être modèle n'a pas pu soutenir sa candidature jusqu'à la fin du processus du scrutin. Il s'est rallié à quelqu'un qu'il estimait être mieux leader que lui-même. Et c'est quelqu'un-là, nous l'avons battu, Moïse Katumbi, à plate couture. Nous avons eu 73,47, c'est bonne mémoire. Avec des machines distribuées. S'il vous plaît, mais ces machines étaient aussi distribuées dans les quartiers ou dans les villes, dans les provinces où vous nous avez battus. Pourquoi alors n'avons-nous pas triché là où vous avez gagné plus que nous? Répondez à cette question. Les machines là où dans les provinces où vous nous avez battus, c'est toujours nous qui étions au pouvoir. Soyons sincères. Qui est ce Congolais qui pouvait voter pour un étranger zambien avec des preuves? Vous? Alors vous êtes traître. Non, le problème c'est que Moïse Katumbi nous avait trompé qu'il était Congolais pendant la campagne. Nous avons compris que Moïse Katumbi n'était pas Congolais. Moïse Katumbi nous a trompé, mais les Congolais savent que avec les 3 pénaltys, lui il était l'entraîneur des 2 pénaltys avec Kabila. Je ne vois pas un Congolais normal qui peut aller voter pour un kabiliste dont on sait après 18 ans de mort des Congolais, 18 ans de détournement, 18 ans de mégestion. Nous vous avons battu et nous ne pouvons pas avoir peur d'avoir Salomon Kalonda au niveau du Sénat comme poste réservé à l'opposition. D'ailleurs, nous voulons vous voir là-bas pour que vous puissiez apprendre à voir comment nous voulons gérer autrement et surtout corriger les erreurs du passé comme le président de la République l'avait dit. Le problème c'est qu'au niveau de la Chambre basse, le chef de l'État a laissé ce qu'il ne s'attendait pas aller au vote. Les gens nous regardent. Est-ce qu'au Sénat, ça sera la même chose? Si ce n'est pas la même chose, les gens diront comment. Pour un cas, c'était le choix.
de vote, un choix libéral, et pour le Sénat, c'était un ticket gagnant. Deuxième élément, le président du Sénat, c'est aussi une fonction de tous les enjeux. En cas d'empêchement du chef de l'État, c'est le président du Sénat qui assume les fonctions du chef de l'État et qui organise les élections dans 90 jours. Est-ce qu'un président du Sénat doit être quelqu'un qui attend juste l'empêchement du chef de l'État pour succéder à sa fonction, ne fût-ce que pour 90 jours? Non. Et puis les postes doivent être distribués avec 3 critères. Il y a le critère scientifique, je suis d'accord avec vous. Il y a le critère moral, je suis éthique, je suis d'accord avec vous. Mais il y a le critère qui est aussi pondérant sur le critère politique, le poids politique. Dans le poids politique actuel, c'est l'IDPS qui a un poids politique supérieur aux autres partis membres de l'Union sacrée. Est-ce que c'est normal que l'IDPS puisse perdre la présidence et de l'Assemblée nationale et du Sénat, alors que dans la logique politique, quand nous nous battons pendant la campagne ou avant la campagne, communiquant notre vision, notre mission, notre fondement politique, c'est pour qu'un seul parti à lui seul puisse gagner la majorité présidentielle, la majorité parlementaire et au niveau de la chambre haute et au niveau de la chambre basse. Est-ce qu'il est empêché à l'IDPS d'occuper à la fois la fonction du chef de l'État qui est issue du suffrage populaire et la fonction du président du Sénat? Parce que je voudrais que l'IDPS occupe cette fonction parce que c'est leur pouvoir, ce sont eux qui ont la majorité. Une question de curiosité, qui de l'IDPS pour occuper le perchoir? Il y a beaucoup de compétences au niveau de l'IDPS qui ne fait qu'une analyse. Mais alors, si l'IDPS trouve d'autres raisons politiques au nom de la cohésion, au nom de l'unité, au nom de la stabilité des institutions, au nom de la géopolitique, que l'IDPS peut céder ses fauteuils à quelqu'un d'autre de l'Union sacrée, il faut que nous puissions voir dans nous quels sont les partis politiques qui occupent le premier rang. J'ai cité le regroupement de Madame Fifi Masuka. J'ai cité le regroupement de l'ancien, donc le premier ministre honoraire, on dit pas Samalou Konde, mais que tout se passe dans le souci d'aider le chef à réussir savamment le deuxième mandat. Alors, rapidement, un dernier mot. Mais en tout cas, encore une fois, vous voyez qu'il y a une famille politique qui est incapable de se mettre d'accord tout de suite. Et c'est les reflets, encore une fois, on ne les dira jamais assez, du désordre qui est au sein de cette famille qui est infestée de virus. Dire que Moïse Katumbi a été battu aux élections, c'est vraiment faire le déni de la réalité. Nous savons dans quelles conditions ces élections ont été organisées. Nous savons dans quelles conditions ces résultats ont été donnés aux Congolais. Jusqu'ici, nous n'avons pas les résultats bureau de vote par bureau de vote crédibles, j'insiste. Jusqu'ici, la régie de distribution des machines à voter, la CENI, a décider de résultats que nos députés nationaux devraient avoir. Jusqu'aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas, le LGD est en train de militer pour qu'on puisse nous donner les résultats de la CENI. Mais vous avez déjà un poste au niveau mais vous savez, ça ne exclut pas le fait que nous devons suivre la véracité et la vérification des résultats. Ça n'exclut pas. Et si aujourd'hui vous avez estimé que vous avez gagné pourquoi? Pour produire quel résultat après? Les élections sont passées. Aujourd'hui, nous sommes dans l'action et dans la réalisation. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour les Congolais? C'est là où il y a le débat aujourd'hui. Alors, on va clôturer. 30 secondes, s'il vous plaît. Nous n'estimons pas que nous avons gagné. Nous avons gagné. Nous vous avons battu en plate couture. Il n'y a pas de débat. Nous n'avons pas peur d'une opposition fragilisée. Vous voulez nous dire que dans un parti politique, on ne peut pas avoir des frustrés, on ne peut pas avoir des divergences d'opinion. Mais ça veut dire que dans votre parti, c'est un parti coutumier. Dans tous les partis politiques du monde, il y a toujours des divergences de vie. Et vous, les G7 a été créé pourquoi? Alors je suis pas membre du LGD. Alors voilà, maintenant de quoi vous parlez? Je suis pas membre du LGD. Alors merci à vous, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, messieurs, c'était le duel de ce mardi 30 juillet 2024. Nous étions avec Faustin Chimanga, bien qu'on l'écrit Simanga, du LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Merci d'être passé. Merci pour votre invitation. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Également Fumutoto de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À vous aussi, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Le Duel. À très bientôt.